Moi, c'est Julien Salingue, donc je suis économètre à l'Anthropolab. Et aujourd'hui, nous sommes focalisés sur la question de l'organisation des soins et de l'accès aux soins pendant cette pandémie. Donc, dans un premier temps, nous aurons le plaisir de recueillir les expériences du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, Monsieur Rodolphe Bourré, celle du professeur Maxime Gignon, chef du pôle prévention, risque, information médicale et épidémiologique au centre hospitalier universitaire d'Amiens. Il est aussi membre du Haut Conseil de la santé publique. Et nous aurons aussi le recueil de Madame Nina Muteba, qui est directrice de l'EHPAD La Colombe à Ronc. Dans un second temps, nous rejoindrons le docteur Patrick Goldstein, qui est chef de pôle urgence au centre hospitalier universitaire de Lille, et le docteur Nabil Elbeki, chef des pôles urgence, réanimation, anesthésie, médecine polyvalente et soins de suite et réadaptation au centre hospitalier de Valenciennes. Donc, comme vous le voyez, cette seconde heure sera donc ciblée sur le cas spécifique des urgences et de la réanimation. Et puis tout au long de ce débat interviendront également Lina Williat, avocate au barreau, professeure de droit et directrice du master droit de la santé et de la responsabilité médicale à l'Université catholique de Lille, et Jean-Philippe Cobaud, qui est juriste et philosophe, professeur d'éthique médicale et directeur du centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille. Alors sans plus tarder, ouvrons cette première heure de débat sur l'organisation des soins et l'accès aux soins. Je laisse la parole, si tu le veux bien, Philippe, à Monsieur Bourré pour introduire le débat. Donc, Monsieur Bourré, vous qui êtes directeur du centre hospitalier de Valenciennes, qui, je précise, est classé parmi les 50 meilleurs hôpitaux français et premier hors centre hospitalier universitaire, pouvez-vous nous indiquer de façon assez concise comment vous vous êtes organisé depuis le début de cette pandémie jusqu'à aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. L'organisation, alors on a eu plusieurs phases, hein. On a eu trois phases dans l'épidémie. On a eu la phase de mars qui a été la plus abrupte. Après, on en a eu une autre début septembre qui a duré jusqu'en novembre. Puis actuellement, on est en train de terminer la troisième phase qui a été assez importante également entre décembre et le mois de mai avec une pression continue. Donc, comment on s'est organisé? Alors, nous, on a un mode d'organisation qui est un mode d'organisation très médicalisé au sein du centre hospitalier de Valenciennes, puisqu'on a une organisation qui est sur le type des hôpitaux magnétiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un hôpital magnétique, mais un hôpital magnétique, c'est un concept qui vient des États-Unis des années 1980. Dans les années 1980, aux États-Unis, les grands hôpitaux américains se sont aperçus qu'ils avaient une pénurie en infirmiers, en personnel soignant, et pour retrouver de l'attractivité, ils ont décidé de changer leur pyramide de gouvernance. Ils l'ont complètement inversé et ils ont partagé cette gouvernance en trois, en tripodes, ils appelaient ça à l'époque. Donc un médecin, un soignant et un administratif. Et ça a donné ses fruits puisque les hôpitaux américains qui sont actuellement classés dans les meilleurs hôpitaux internationaux sont des hôpitaux qui ont utilisé et qui utilisent ce mode de gouvernance très proche du terrain et surtout un mode de gouvernance qui est partagé et notamment on peut citer par exemple la Mayo Clinic que certains d'entre vous certainement connaissent, qui est toujours numéro un au sein des classements internationaux. Donc nous, on a un modèle qui s'apparente un peu à ça, avec une forte délégation au niveau des pôles. Je délègue à peu près 95% de mes prérogatives aux chefs de pôle. Et donc les chefs de pôle peuvent engager des dépenses, soit de personnel, soit d'investissement, soit commander du personnel biomédical, ce qui veut dire que notre hôpital, il est déjà orienté vers le soin et vers la gouvernance médicale. Donc, quand est arrivée la crise Covid et qu'on a dû se mettre en plan blanc comme tous les hôpitaux à partir du 16 mars 2020, on avait déjà eu un certain nombre de décisions médicales qui avaient été prises pour anticiper l'arrivée de cette épidémie. Par exemple, je donne un autre exemple. Au niveau des urgences, dès le mois de décembre 2019, excusez-moi, dès le mois de décembre 2019, le chef de service avec le chef de pôle des urgences avait déjà anticipé qu'on aurait des flux de patients Covid et ils avaient fait faire des travaux pour séparer les flux
entre patients non Covid et patients Covid. Et ça, sans en référer à l'administration, ils ont pris la décision, ils ont fait faire les travaux et la direction des travaux, par exemple, a été un opérateur, mais le donneur d'ordre, c'était le chef de service des urgences. Et à partir de ce moment-là, le dispositif s'est mis en place. Donc, quand en fait est arrivé le Covid au sein de notre établissement, on a réorienté notre offre de soins, mais on n'a pas réorienté notre gouvernance, puisque notre gouvernance était déjà en place. Donc, on n'a pas eu, entre guillemets, le schisme ou la fracture qu'il y a eu dans les autres établissements qui sont beaucoup plus hiérarchiques. Alors, moi, j'ai une grosse expérience des CHU. Hein. J'ai passé 30 ans de mon expérience professionnelle dans des CHU, et je sais que ça reste très hiérarchique, et que ce mode de gouvernance, qui est un mode de gouvernance très proche du terrain, sur lequel on donne beaucoup d'autonomie et de responsabilisation aux médecins, aux soignants, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans les établissements où j'étais, et qui est source d'agilité, de rapidité. Et en fait, on s'est très, très vite réorganisé avec des circuits administratifs très, très rapides. Et en fait, les donneurs d'ordre, c'était déjà les médecins, et les services administratifs étaient là pour aider et accompagner les prises de décision. Donc, globalement, ça s'est passé, on va dire, plutôt bien. Et la preuve que ça s'est passé plutôt bien, enfin plutôt bien, quand je dis plutôt bien, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le personnel soignant et médical, et il y a un épuisement qui est assez important. Mais on a été un des hôpitaux, et ça c'est pas su, mais on a été un des hôpitaux les plus touchés de France sur l'ensemble des 3 vagues. Et nous, on sort juste de la 4e vague, enfin de la 3e vague là. Et donc, quand on regarde les statistiques établissements sur le plan national, on a été plus touché que, par exemple, des hôpitaux même à l'Est de la France, qui ont été touchés beaucoup pour la première vague, mais qui ont été beaucoup moins touchés sur la 2e et la 3e vague. Et nous, en plus, on n'a pas eu de chance cette année, enfin l'année 2020, on a eu la canicule dans le Nord, ce qui est assez rare, mais les équipes n'ont pas soufflé depuis le mois de mars 2020. Donc voilà, donc globalement, notre mode d'organisation a permis d'avoir une grande agilité et une grande réactivité vis-à-vis de la mise en place du dispositif d'urgence et de prise en compte de l'épidémie. De ce fait, je vais passer la parole à Maxime Gignon. Donc, vous êtes chef du pôle prévention, risque, information médicale et épidémiologique au CHU d'Amiens, qui est également un pôle d'excellence en santé. Vous investissez beaucoup dans la recherche et dans l'innovation. Comment vous avez, vous, vécu cette crise et comment vous avez organisé les soins programmés et non programmés pendant cette période? On s'est adapté comme tout le monde, et c'est vrai que je rejoins ce que disait l'intervenant précédent. Je pense que tous les établissements hospitaliers ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, et ça a été d'ailleurs quelque chose d'assez bénéfique dans la cohésion des équipes. Donc beaucoup d'adaptation, de la préparation. Quand on a fait un retour d'expérience dès la fin de la première vague. Donc, en juin dernier, en juin 2020, on a fait un retour d'expérience. C'était déjà préparé en fait dès le mois de janvier, avec en lien avec l'ARS, le CEPIAS pour tout ce qui était prévention du risque infectieux. Et donc, on avait déjà des réunions de préparation en janvier. Donc, ce qui fait qu'on avait quand même une mobilisation avant l'arrivée du premier patient. Et le premier patient, nous, il est arrivé le 24 février 2020 au CHU d'Amiens. Donc, on était, je crois, le premier CHU de France à avoir un cas autochtone de patients Covid. Et c'est vrai que tout s'est très vite organisé. Et on a connu, en effet, ce que M. Bourret euh, montrait, où il y a eu une grande agilité dans la mise en place des équipes. D'une part, parce qu'il y avait une préparation. J'aime bien quand même le rappeler, parce que même si on vit tous cette pandémie comme une grande désorganisation, et elle bouscule nos pratiques et nos vies professionnelles comme personnelles, on s'est quand même appuyé sur des plans qui existaient, notamment les plans de pandémie par exemple, et on les a adaptés pour pouvoir réagir au mieux et au plus vite. Donc, on a mis en place tout ça bien en amont, et puis après, il y a eu beaucoup d'adaptations avec les difficultés de la gestion de la crise qu'on a tous connues, avec ce sentiment qu'on ressentait, je trouve, dans l'hôpital et en dehors, avec un peu ce sentiment de deux mondes qui coexistaient. C'est d'une part ceux qui étaient confinés, et à l'hôpital, c'était les collègues qui avaient, eux, une chute d'activité. On y reviendra, je pense, sur l'accès aux soins, parce que c'est un véritable enjeu en matière de santé publique, c'est la réduction de l'activité
lors des différents confinements qui fait que on a des retards dans les prises en charge. Et donc, on avait l'école qui était confinée, qui parfois était un petit peu vraiment ralenti et se demandait ce qui se passait dans le reste de l'établissement. Et il y avait ceux qui étaient pleinement mobilisés, de la biologie aux urgences jusqu'aux réanimations et les services support, parce qu'on a aussi connu et mis en lumière, finalement, on s'est rendu compte, en tout cas nous, médicaux, on s'est rendu compte de l'importance des services support, notamment de la logistique, mais aussi des services comme l'hygiène que j'ai dans mon pôle qui fait la prévention de risques infectieux. Donc, il y avait un petit peu ces deux mondes qui coexistaient pendant la pandémie et pendant le confinement, et ça nous a demandé aussi un gros travail de communication, nous, pour que l'ensemble de la communauté hospitalière se sente mobilisée, concernée, et ça a très bien marché in fine. Donc, on a connu ça en termes d'organisation. La médicalisation de la gouvernance, c'est vrai qu'on a senti quelque chose qui changeait. Alors, nous, on est un CHU, et c'est vrai que je rejoins ce que disait l'intervenant précédent en termes d'organisation, c'est souvent un peu plus pyramidal hein, que d'autres établissements. Et c'est vrai que là, on a eu, au travers des cellules de crise très régulières, pluriprofessionnelles, avec l'ensemble des services, etc., une grande part de médicalisation. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de facilité à s'adapter dans l'organisation des soins. Et ça, il y a eu beaucoup de souplesse par rapport à ça. Sur l'organisation, c'était également la désorganisation de tout ce qui était soins dits programmés, justement, avec le retard d'accès aux soins, avec soit des patients qui ne venaient pas parce qu'ils avaient peur de venir, hein, puis ils avaient des injonctions, je veux dire, paradoxales, alors qu'ils avaient des pathologies qui nécessitaient d'être prises en charge, et on continuait la prise en charge, évidemment, tout ce qui était oncologie, tout ce qui était urgence, et bien qu'ils ne venaient pas. Hein, toutes les chiffres d'activité, notamment y compris sur les infarctus du myocarde, on montre qu'il y a une baisse énormément de recours dans les hôpitaux sur cette pathologie pourtant aiguë pendant la période du premier confinement. Et donc, on a dû s'organiser aussi avec donc, des mouvements de personnel, évidemment, au sein des hôpitaux, hein, pour ouvrir les lits de réanimation en plus, pour ouvrir les unités d'hospitalisation Covid. On a dû réaffecter des personnels, donc une énorme sollicitation des ressources humaines de l'établissement, particulièrement des ressources infirmières et aides-soignants, et une désorganisation notamment des blocs opératoires. Ça, je pense qu'on a tous connu ça dans les établissements, mais c'est au-delà des périodes de confinement et de crise aiguë que l'on a vécues ces derniers mois. Il y a des impacts qui vont être durables pour la santé, mais aussi pour l'organisation de nos hôpitaux, puisque M. Bourrel l'évoquait, mais évidemment, ça a sollicité, nous, les équipes soignantes et hospitalières en général, d'ailleurs, depuis maintenant plus d'un an, et sans discontinuer, j'ai envie de dire quasiment, puisque en dehors du répit que l'on a connu en juin, juillet, août 2020, que ce soit Valenciennes ou le CHU, on a connu, le CHU d'Amiens, on a connu en fait toutes les vagues. On a été, nous, impactés dès la première vague assez fortement parce que un des épicentres, c'est le sud de l'Oise, avec des hôpitaux dans le sud de l'Oise qui ont été très vite submergés. Donc, Amiens a été la première ligne derrière qui a absorbé la prise en charge des patients. Et la seconde vague, elle a tapé énormément les Hauts-de-France. Et la troisième vague, on en sort progressivement. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande mobilisation des professionnels et un épuisement qui se ressent, y compris par l'activité du service de santé au travail que je coordonne au sein de mon pôle, et en termes notamment d'impact psychologique sur les soignants. Et derrière, je pense que c'est partagé par tous les hospitaliers, un nombre de personnels qui réfléchissent à changer de métier, à démissionner de l'hôpital, dans un contexte de ressources humaines déjà compliqué en termes de recrutement, notamment d'infirmiers et d'aides-soignants. Donc, une situation qui, à mon avis, va être impactée durablement sur nos organisations. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question de chat. Je propose juste que l'on finisse le tour de table puisqu'il reste Madame Muteba avant de poser la question, même s'il s'agit d'une question spécifique pour les hôpitaux. Mais je préfère donner tout de suite la parole à Madame Muteba, qui est l'ex-directrice de l'EHPAD La Colombe à Ronc, et EHPAD qui a la particularité d'avoir vécu un confinement volontaire d'une partie de son personnel, soignant et non soignant. Et donc, est-ce que vous pouvez nous conter un peu comment s'est passée cette organisation? Bonjour. Donc, cette organisation, en effet, elle a été très vite décidée, vous pensez bien, dans l'urgence, parce que l'idée était venue du médecin coordonnateur, M. Paul Després, qui en a parlé à la cadre. Moi, j'en rêvais, mais je n'osais pas le dire pour ne pas imposer.
Et finalement, quand ils sont venus me voir, ben, j'étais très contente et je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on travaille 3 axes. Et le premier axe, c'était de pouvoir réunir un nombre suffisant de personnel et que ça soit pluridisciplinaire pour pouvoir tenir pendant 1 mois et pouvoir accompagner les résidents et puis la prise en soin pendant 1 mois et qu'il fallait que tous soient des volontaires. Donc, en 3 jours, la nouvelle s'est propagée dans tous les EHPAD et on a pu réunir 26 professionnels, dont 18 soignants. Donc, il y avait un médecin, il y avait un cadre de santé, les infirmières, les aides-soignants, les ASH et puis les cuisiniers. Donc, il y avait pratiquement tout le monde, y compris l'animation. Donc, le deuxième axe, c'était de mettre en place une logistique qui tienne la route. Donc, on a dit déterminer physiquement la zone de confinement et puis organiser matériellement la vie des 26 personnes dans l'EHPAD. Voilà, donc il fallait leur trouver des lits, il fallait organiser les repas, faire des provisions et puis essayer de faire en sorte que leur séjour se passe correctement avec les résidents. Alors, le troisième axe, c'était comment communiquer avec l'extérieur. Donc, il fallait mettre en place une logistique qui puisse communiquer d'une part avec la presse, les élus, les familles. Et là, on a mobilisé l'assistante sociale et la psychologue qui était en télétravail pour qu'ils puissent appeler chaque membre de famille. Monsieur Després, le médecin coordonnateur, a avisé l'ARS, donc le médecin conseil de l'ARS et celui du conseil départemental. Et puis après, on a fait une réunion et on a donné des consignes, on a mis en place une organisation. Ce n'était pas compliqué pour les soins dans la mesure où la cadre de santé était présente et que les médecins étaient là. Donc, ils ont mis en place une organisation qui devait faire en sorte que chaque personne puisse quand même bénéficier de son jour de repos. Voilà, donc les soins ont été organisés en interne parce que les médecins coordonnateurs ont avisé ses pairs, donc tous les médecins des villes qui intervenaient à Ronc, il leur a dit que ce serait lui le relais auprès de leurs patients. Donc, et il a appelé aussi les médecins qui intervenaient à Lyon parce que j'ai géré des EHPAD, enfin j'ai dirigé des EHPAD et les médecins coordonnateurs étaient aussi sur les 2 EHPAD. Donc, il a appelé ses pairs pour qu'ils puissent s'occuper des résidents d'Alio. Alors, comment nous avons organisé les soins internes? En fait, ça n'a pas changé dans la mesure où c'était les mêmes équipes. En revanche, il fallait gérer les laboratoires, la pharmacie. Et là, on a mis aussi une logistique en place pour qu'il y ait une continuité des soins. Nous étions aussi restés en contact avec les CH Dron de Tourcoing, mais aussi avec les CIPIAS de Lille. Donc, on avait vraiment tout ce dont on avait besoin sur place et il n'y a pas eu grand-chose de ce côté-là d'échanger. En revanche, on s'est bien rendu compte que le fait que le personnel était en permanence sur place, ça avait un effet très bénéfique sur les résidents et aussi entre les personnels parce qu'on s'est rendu compte que vraiment les résidents étaient plus apaisés, ils étaient plus, comment dirais-je, plus confiants, plus calmes. Et je peux vous assurer que malgré le fait qu'il y avait un personnel de nuit, la nuit, il y avait 0 sonnette. Donc, on n'a pas compris, mais les résidents, le fait qu'ils savaient tout le monde sur place, ça les avait beaucoup apaisés. On avait remarqué aussi qu'il n'y avait plus de bobologie. Donc, à part les personnes qui avaient des affections assez chroniques et puis graves, qui étaient prises en charge, bien entendu, on n'a eu aucune autre pathologie parmi les résidents. Et voilà, c'est comme ça que nous, on a géré cette crise. Merci. Alors, on voit que
chacun à sa manière s'est organisé rapidement pour faire face à la situation. Il y a une question dans le chat qui est donc quelles mesures sont le plus adaptées pour faire face au Covid? Alors, vaste question. Et est-ce qu'on peut l'appliquer? Alors j'essaye de... Sont-ils applicables? Je pense que c'est. Puisque ça a eu le mérite de mettre en lumière les difficultés et comment améliorer les hôpitaux de demain. Alors, je laisse la parole peut-être à soit Monsieur Gignon d'abord ou Monsieur Je veux Bourret. bien apporter un élément, parce que la question est en effet très, très vaste, et je suis preneur si celui qui l'a posé peut proposer et réagir à ce que je vais dire, mais il y a un élément que je n'ai pas abordé et qui, nous, a été très utile. Deux éléments. C'est d'une part la coordination au niveau du fameux territoire, le fameux GHT, qui jusqu'ici parfois nous paraissait peut-être encore un petit peu virtuel par rapport à certains aspects. Et là, il y a eu vraiment une vraie collaboration entre l'ensemble des professionnels du territoire. Alors, moi, vu de ma fenêtre, on a beaucoup travaillé en inter-établissement, mais évidemment entre les établissements publics, mais aussi avec le privé. Il y a eu une collaboration qui était vraiment exemplaire. Et c'est vrai que ça a été une grande force dans la prise en charge des patients. Et on a réussi, d'une part, à améliorer les filières et les prises en charge. Donc ça a été vraiment un véritable enjeu. Et puis aussi, et si on se remet un peu dans la situation d'il y a un peu plus d'un an de la première vague, on avait aussi un terrible manque d'information et de désinformation, et y compris parmi les professionnels, où on manquait d'informations sur l'état de l'épidémie, la connaissance sur le virus, la prise en charge des maladies. Et les professionnels étaient aussi victimes de désinformation. Je ne vous refais pas tous les grands débats et polémiques qu'on a pu avoir. Et donc, on a eu un véritable travail, nous, au sein du CHU, et on a fait bénéficier l'ensemble du territoire. C'était de pouvoir avoir aussi un vrai travail de veille scientifique, médicale, et de diffuser les bonnes pratiques, de les partager. Et donc, il y a eu une vraie collaboration sur ces aspects connaissances concernant cette maladie émergente et comment s'organiser au mieux. Donc ça, c'est quelque chose d'utile. Et en lien, on a bien la chance d'être particulièrement investi sur tout ce qui est formation, avec un centre de formation qui s'appelle Simu Santé, et on a utilisé énormément, en fait, d'une part, le centre de simulation et notre plateforme numérique de formation en ligne en soutien, pour pouvoir accompagner, d'une part, l'information de tous, y compris du grand public. D'ailleurs, on avait mis en place des contenus à destination de la population. Et on a accompagné donc tout ce qui était renforcement des bonnes pratiques en matière d'hygiène et de prévention de risques infectieux, en termes de réassurance, souvent pour les infirmiers anesthésistes qu'on déplaçait dans les services de réanimation pour venir en renfort. Donc, on a utilisé beaucoup la formation comme un outil en fait de transformation rapide pour s'adapter aux besoins. N'hésitez pas à commenter de nouveau si Monsieur Gignon a bien répondu. Alors, il y a une deuxième question. Vous évoquez un manque d'informations sur l'état de l'épidémie. De quand à quand avez-vous eu le sentiment de ne pas être informé? Et il y a pourtant des organismes de veille comme le SPF, etc. Alors, de quand à quand, je pense que c'est essentiellement la première vague, j'aurais envie de dire. Alors oui, SPF, bien sûr. C'est vrai qu'il y avait beaucoup le temps que la connaissance scientifique s'étaille sur le sujet, on n'avait pas forcément de recommandation de bonnes pratiques. Et c'est vrai que, y compris dans toutes les. Donc, il y a le SPF d'une part, le Haut Conseil de santé publique a été une source extrêmement précieuse, en tout cas moi dans mon domaine, sur tout ce qui était prévention du risque infectieux. Donc, c'est vrai que les travaux du Haut Conseil, dès qu'ils étaient publiés, on s'en servait, ils étaient très largement repris ensuite sur des décisions réglementaires notamment. Mais ça a été vraiment des sources utiles, mais pas que, parce que les travaux scientifiques sortaient, on a eu un étayage des connaissances scientifiques qui était très rapide. Parfois aussi des fausses pistes, hein, parvenir sur des grands débats sur les traitements. Et sur les traitements, j'ai envie de dire qu'on est encore parfois avec des prescriptions de certains collègues qui ne sont pas du tout en phase avec les dernières recommandations. Et donc, je pense que la désinformation perdure quelque peu encore actuellement. La donnée en matière de prévention sur tout ce qui est données transmission par aérosol du SARS-CoV, qui a été finalement confirmé scientifiquement à la fin de l'été 2020 et qui a mis beaucoup de temps en termes d'action de prévention à être diffusée et à être intégrée dans
dans les pratiques des professionnels. Donc, il y a eu un vrai travail de veille qui a été en tout cas utile et de partage parce que les professionnels de terrain, souvent, ils entendaient peu parfois les recommandations qui peuvent venir des instances officielles. Il faut savoir que tous les travaux qui sont faits en temps habituel sur la diffusion des recommandations de la Haute Autorité de Santé, par exemple, sont finalement trop peu lus par les professionnels. Ils mettent beaucoup de temps à être diffusés et mis en pratique. Donc, on a eu ce rôle finalement d'essayer d'accélérer au maximum la transmission de l'information validée et puis aussi d'être très clair sur ce qu'on ne savait pas encore et les doutes qu'il pouvait y avoir autour de ça. Donc, prendre des décisions dans l'incertitude, ça a été quelque chose aussi qui nous a largement mobilisés pendant cette période. Merci. Est-ce que Monsieur Bourret veut intervenir sur ce commentaire ou... Je crois que M. Gignon l'a bien dit, les informations elles sont arrivées sur la première vague un peu au fil de l'eau, mais c'était dû à la découverte de l'épidémie. Hein. Donc, on a tous un peu tâtonné sur le plan national et sur le plan local. Sur le centre hospitalier de Valenciennes, par exemple, sur la première vague, on a fait énormément appel aux infectiologues et aux hygiénistes qui ont été très présents et qui ont été un relais très important avec d'ailleurs des collègues qui étaient dans les autres établissements et qui ont concerté sur un petit peu le comportement de cette maladie qu'on découvrait. C'est vrai qu'il y a eu une très grosse coordination au niveau de l'ARS. Il y a eu effectivement les CHU qui ont joué pour nous en Hauts-de-France un rôle pivot important, hein, qui ont récupéré pas mal de patients lourds, hein, notamment pour les ECMO. Ce sont les CHU qui ont fait les ECMO. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une coordination qui s'est mise en place. Alors, elle s'est mise en place de manière presque naturelle sur la première vague, entre les établissements publics et les établissements privés coordonnés par l'ARS. Sur les deuxième et troisième vagues, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y avait eu une usure qui était déjà présente. Chacun est revenu un petit peu aussi à ses propres périmètres. Et c'est vrai que la coordination s'est très bien faite, je dirais, entre les établissements publics, avec une forte coordination au niveau de l'ARS. Et là, sur les deuxième et troisième vagues, on a pu bénéficier effectivement d'une structuration beaucoup plus importante au niveau de l'État sur tout ce qui était épidémiologique. Et la capitalisation de la première vague. On a aussi travaillé avec les établissements privés, peut-être un peu moins, de manière un peu moins étroite que la première fois, mais ça s'est fait aussi relativement de manière satisfaisante. Voilà, donc je dirais que globalement, l'ensemble des établissements de santé, alors je parle pour les Hauts-de-France, ont su faire face à des situations qui étaient des situations d'extrême tension. Et je vois qu'il y a le docteur Goldstein qui est avec nous. Il a piloté, par exemple, beaucoup de dispositifs Evasan qui nous ont permis également d'avoir des transferts de patients. D'abord, alors l'Evasan, c'était hors région, mais on a aussi fait des transferts de patients, par exemple, au centre hospitalier de Valenciennes, en région, que ce soit au CHU de Lille, d'abord pour nous, puisque le CHU d'Amiens a également été un de nos établissements de recours. Et puis après, il y a eu les autres centres hospitaliers qui ont joué un rôle très solidaire, de façon à ce qu'on puisse avoir une répartition des soins aigus. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur des établissements de santé d'avoir réussi à se coordonner et avoir eu cet esprit de solidarité et de collectif qui ont permis qu'effectivement, il n'y a pas eu de patients laissés pour le compte. Après, la maladie, elle est ce qu'elle est. Il y a eu des cas certainement, et il y a eu des cas dramatiques, mais c'est hélas la situation de cette épidémie qui le veut ainsi. Donc, je dirais que ça s'est passé, il y a eu une très très grande coordination territoriale. Et si pour répondre un peu à la question qui est qu'est-ce que vous préconiserez, je préconiserais de conserver cette coordination territoriale parce que seul on ne peut rien faire, et on ne peut travailler que de manière
collective. Et ça a été tout à fait la leçon à tirer. Merci Monsieur Bourré. Je vais donner la parole de nouveau à Madame Muteba pour deux questions. Alors peut-être pour vous poser du coup la question qui a été posée initialement pour les hôpitaux sur quelles sont les mesures les plus adaptées pour faire face au Covid. J'imagine que vous allez nous dire le confinement des EHPAD. Mais il y a une question qui vous est principalement concernée, donc sur lorsque les personnes âgées étaient très fragilisées, les avez-vous envoyées à l'hôpital? Et ce lien a-t-il été modifié selon les vagues? Et puis, il y a une troisième question. Donc, quelles ont été les relations entre EHPAD et CHR, Pour CHU? répondre à votre première question, celle de savoir la meilleure des solutions, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais à charge de 3 EHPAD. C'est-à-dire qu'il y avait l'EHPAD d'Aliouen, Redimont, qui lui a été frappé par la COVID-19. Et il y avait aussi Neuville-en-Ferrand parce que je faisais l'intérim de ma collègue. Cet EHPAD à cette époque-là était épargné. Et puis il y avait l'EHPAD de Ronc. Et très honnêtement, à Ronc, on a eu 0 cas à la première vague parce qu'on s'est confiné. Que ce soit parmi les personnels ou parmi les résidents, on a été totalement épargné. En revanche, à Lyon, on a été attaqué parce que vraiment le virus est entré très tôt. Donc, si on me demande ce qu'il faut faire, y compris à tous les personnels qui s'étaient confinés, même ceux qui ne l'étaient pas, c'était à refaire, on les référait. On a essayé à la deuxième vague, mais la veille du jour où on devait se réunir pour mettre en place l'autoconfinement, il y avait déjà une famille qui nous a alertés comme quoi ils étaient en contact avec des résidents alors que c'était des cas contacts. Donc, quand on a fait les tests, ils étaient positifs, donc là, c'était trop tard. Voilà ce que je répondrai pour cela. Pour la question qui concerne l'hospitalisation, évidemment, si on avait eu un cas qui nécessitait une hospitalisation, on avait un médecin sur place qui, de surcroît, était un gériatre, mais finalement, il prenait les bonnes décisions au bon moment, comme d'habitude, on hospitalisait la personne. Malgré le fait qu'on s'était rendu compte à Lyon qu'il y a des résidents qui n'étaient pas Covid, mais en état hospitalisé, ils attrapaient quand même la Covid parce que la Covid était à l'hôpital. Donc, en cas de besoin, on hospitalisait quand même, on n'avait pas interrompre les soins. D'accord, merci. Je vais, tant que vous avez la parole, on va embrayer sur. J'ai vu qu'il y avait une autre question également dans le chat, j'y reviendrai après. Pouvez-vous nous en dire tous les trois, alors je vous laisse la parole en premier, justement un peu plus sur la façon dont est géré l'accès aux soins et vos perspectives sur les questions juridiques et éthiques qu'a soulevé justement l'accès aux soins en cette période particulière de Covid? L'accès aux soins, c'est vrai que pour nous, on a privé nos résidents de leurs médecins traitants pendant le confinement, mais il y avait une entente avec les médecins coordonnateurs qui étaient restés quand même en relation avec ses confrères. Donc, de ce côté-là, on peut dire que le résident n'a pas eu de relation directe avec son propre médecin traitant. Bon, en dehors de cela, les soins infirmiers étaient apportés, les soins des soignants étaient apportés, puis il y avait l'animation qui était accentuée parce que les résidents qui étaient confinés en chambre, parce que la consigne était celle-là, mais n'avaient déjà plus le droit de recevoir les familles. Donc, ils ont vu une nouvelle famille se créer au sein de l'EHPAD. Et je crois qu'étant donné le fait que pour une personne âgée, la solitude, c'est l'un des facteurs de souffrance, je dirais même le premier facteur de souffrance psychologique. Donc, ces côtés-là, ils ont été soignés. En revanche, les kinés ne pouvaient plus entrer, les orthophonistes non plus. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que ça a été un non-accès aux soins, sachant que beaucoup de résidents ont vraiment besoin de soins kinés. Donc, l'équipe qui était en place a fait au mieux pour leur conserver la marche au quotidien et puis les animations, il y avait des jeux, voilà. Donc, on a fait, ils jouaient même au tennis, des tables avec
personnel. Donc, on a fait comme on a pu, mais je crois que l'accès aux soins n'a pas beaucoup souffert de ce côté-là. Parce que lorsque c'était nécessaire, on sollicitait l'hôpital quand même. Et puis, nous étions restés en contact avec l'ARS qui nous donnait des consignes au quotidien, les CPS aussi. Honnêtement, les résidents de la colonne n'ont pas beaucoup souffert de ça. Merci. Je laisse Monsieur Bourré commenter justement, puis après Monsieur Gignon. Alors moi, je vais juste commenter sur l'aspect éthique. Sur l'aspect éthique, c'est vrai que ça a été une vraie problématique parce qu'il y a eu des choix à faire. Je dirais c'est le quotidien d'un hôpital, c'est le quotidien d'un médecin de faire et de soignant de faire des choix. On le voit notamment dans les soins critiques. Mais ce qui est difficile, c'est que effectivement, on est sur des populations qui sont des populations fragiles et sur lesquelles on a essayé justement de prendre tout le monde en charge et de ne pas avoir de perte de chance. Ça a été toute la difficulté devant cet afflux qui était relativement important. On peut dire que je pense, enfin, pour avoir été très souvent avec les équipes, je les ai vus travailler de manière très collective, s'appuyer sur des concertations qui étaient des concertations pluridisciplinaires pour prendre des décisions et faire appel même à leurs collègues des autres établissements pour faire ces choix. Et c'est vrai que l'éthique a été un des sujets importants sur lequel on a essayé de faire au mieux dans les urgences. Quand on dit que on était sur un plan de guerre, c'est vrai que c'était un plan de guerre. Quand vous avez vos services de réanimation, vos services de soins aigus et vos unités d'hospitalisation qui sont pleines, et que effectivement vous faites le report des patients non Covid qui ont eux-mêmes des dysfonctionnements ou des désagréments ou des inconforts fonctionnels, c'est vrai que là aussi, au bout d'un moment, ces inconforts fonctionnels, ces pathologies qu'on recule deviennent de plus en plus présentes et s'aggravent. Donc, c'est vrai que les dispositifs mis en place ont géré l'urgence, ont essayé de traiter au mieux et je crois que là aussi, ce qui a été assez remarquable, c'est que chacun a pris ses responsabilités, chacun à son niveau pour essayer de suivre au mieux les patients et accompagner la maladie. Si je mets un indicateur qu'on a essayé de mesurer au centre hospitalier de Valenciennes, par exemple, c'est lors de cette épidémie, on a essayé de voir quel avait été, par exemple, le taux de réclamation, s'il avait été plus important lors de l'épidémie que en fonctionnement normal, et est-ce qu'il y avait eu notamment des plaintes ou des demandes de médiation dues à des prises en charge qui auraient pu être des choix difficiles. En fait, on en a eu très peu de demandes de médiation ou de plaintes, on n'en a pas eu d'ailleurs. On a eu quelquefois des mécontentements. Les mécontentements, c'était quelquefois même toujours un peu, hélas, aux urgences. On a toujours le même type de comportement aux urgences qui sont un peu désagréables. Mais autrement, globalement, on va dire que les gens ont compris la situation et on l'a accepté. Donc voilà, donc ce que je peux dire, c'est que sur le plan éthique, on n'a peut-être pas fait comme on aurait aimé faire, mais on a fait tout ce qui était dans notre pouvoir pour pouvoir le faire correctement. Monsieur Gignon, si vous pouvez aussi sur rebondir l'aspect éthique, enfin, en tout cas, ça a été un questionnement permanent. C'est que nous, on a intégré très tôt, dès la première vague, une équipe d'éthique clinique qui circulait dans les services Covid conventionnels et réanimation pour être en appui des soignants.
Et régulièrement, au sein de la cellule de crise qui se réunissait au moins 2 fois par semaine pendant cette période, au sein du CHU, il y a eu beaucoup de questions. Alors là, je prends ma casquette de président du CLIN, comité de lutte contre les infections nosocomiales, donc la prévention du risque infectieux. Et c'est vrai qu'il y a eu ce débat, d'ailleurs, qui pour moi n'est toujours pas tranché, sur des mesures de restriction qui ont été prises pour protéger, pour éviter la nosocomialité, c'est-à-dire des personnes qui viendraient à l'hôpital et qui contracteraient le Covid alors qu'ils venaient pour autre chose. Et donc, pour ça, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises dans l'ensemble des établissements. C'était de restreindre les visites. Or, les visites en soi, c'est aussi quelque chose, c'est ce que nous ont fait remonter nos collègues, notamment les gériatres, les neurologues, qui nous disaient, mais voilà, ça participe aussi aux soins, au maintien cognitif des patients. C'est utile pour nous, ou alors les collègues de médecine physique et réadaptation disent, voilà, nous, nos patients sont hospitalisés pour plusieurs semaines, ils ont besoin aussi de voir leurs proches. Et la démarche de prévention de risque infectieux disait, voilà, il faut limiter les visites. Alors, on a toujours gardé une souplesse, bien évidemment, sur dérogation médicale, pour évidemment tout ce qui était service de réanimation, les soins palliatifs, etc., bien évidemment. Mais voilà, il y avait ce principe de dire on va restreindre les visites. Or, ça posait clairement un problème éthique, et la question se pose encore, puisque sur le principe, encore actuellement, on limite les visites. Et donc, à quel moment on va pouvoir relâcher? C'est un vrai questionnement qui anime nos cellules de crise. On a déjà eu plusieurs débats entre collègues au sein de la cellule de crise, entre ceux qui disaient, voilà, moi je trouve ça inhumain de priver de visite les gens pour protéger les autres. Mais à contrario, on avait ceux qui disaient, voilà, nous, on ne trouve pas ça non plus normal d'exposer des patients qui viennent pour autre chose à un risque de Covid. Et je pense que dans tous les hôpitaux, il y a eu des cas de nosocomiaux. Il y a eu plusieurs études qui sont sorties là-dessus. Et une personne qui est hospitalisée, notamment un service où les patients sont fragiles, comme en gériatrie, qui vient pour une pathologie X, qui contracte le Covid pendant l'hospitalisation, voire qui en décède, ça pose aussi un problème éthique et évidemment également de responsabilité. Donc tout ça, ça a été des questionnements éthiques qu'on a eu, je pense, tous dans nos établissements hospitaliers. On a dû prendre des décisions par rapport à ça. C'est jamais simple. On n'a pas forcément été non plus aidés à accompagner sur ces sujets. Un sujet sur lequel on avait eu des directives très claires et qui nous ont posé aussi des questionnements éthiques dans la mise en œuvre, c'était les recommandations du Haut Conseil de santé publique sur la gestion des défunts, qui a créé beaucoup de tensions auprès des familles, parce qu'au tout début, maladie émergente, donc c'était une mise en bière immédiate, on ne pouvait pas voir le corps de son défunt, donc ça crée des problèmes en termes de processus de deuil. Donc ça aussi, ça nuit aux soins, au nom de la prévention du risque infectieux. Ça crée des tensions éthiques et des blessures aussi pour les soignants qui étaient confrontés à cette situation. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu cette tension qui était, je pense, très compliquée à gérer pour l'ensemble de la communauté hospitalière, de la direction jusqu'aux soignants de terrain, et évidemment pour les patients et les familles. Et ça pose encore des questions. Si on peut donner la parole à Lina Williat, qui pourrait peut-être justement nous donner quelques chiffres sur ces questions juridiques. Oui, merci Julien. Bonjour à tous. Effectivement, je vais là vous donner quelques informations qui peuvent être utiles aussi par rapport au bilan qu'on souhaite faire ce matin. Monsieur Bourret disait très justement, et c'était le ressenti qu'il en avait, qu'il y avait très peu de recours finalement en interne concernant une violation éventuelle des droits fondamentaux. Et pourtant, l'état sanitaire et l'urgence dans lequel vous étiez effectivement justifiait qu'il y ait certains droits qui soient atteints. Néanmoins, et ça c'est intéressant, quand on regarde les chiffres, en l'occurrence ceux qui ont été publiés par le Conseil d'État, qui a fait un bilan de l'ensemble des recours sur lesquels il a dû en référé se positionner. Donc sur un an, donc du 21 avril 2020 au 21 avril 2021, il faut savoir qu'il y a eu 647 recours qui ont été donc exercés, et que pour l'essentiel de ces recours, très peu, en tout cas, concernait justement l'atteinte au droit à la santé, le droit à la protection de la santé. Donc, c'était des recours qui s'appuyaient sur l'atteinte aux libertés d'aller et venir, de circulation,
mais très peu, effectivement, se basaient sur une atteinte au droit à l'accès aux soins. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça confirme le sentiment que vous aviez. Alors, néanmoins, pour les peu de recours qui ont été exercés, ça concerne les EHPAD et en l'occurrence que vous soulignez, c'est-à-dire le fait que certains EHPAD se sont effectivement confinés et limité en tout cas l'accès aux soins des résidents. Et en l'occurrence, les quelques recours qui ont eu lieu, c'était effectivement l'atteinte à l'accès aux soins hospitaliers et l'accès aux soins palliatifs. Donc, ça, c'est un point qu'il faut effectivement noter. Alors, on aura le temps effectivement de savoir les raisons, d'essayer de connaître les raisons pour lesquelles finalement il y a eu cette résilience par rapport au droit à l'accès à la santé. En revanche, il y a eu quand même beaucoup plus d'actions qui ont été menées par des associations, des organismes représentants des professionnels de santé, justement, qui agissaient auprès du Conseil d'État sur le fait qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés alors parce qu'ils n'avaient pas accès aux masques. Et ça fait l'objet d'ailleurs d'une question qui a été posée dans le chat. Pas accès aux masques, pas accès effectivement aux blouses utiles et nécessaires pour assurer à la fois leur protection, mais également celle des patients. Donc, je pense que le sentiment que vous avez eu a été vérifié, en tout cas à ce jour, auprès de l'analyse des recours au Conseil d'État. Après, effectivement, le questionnement éthique, là, je laisserai peut-être Jean-Philippe reprendre la parole. Effectivement, je voulais justement demander l'avis de Jean-Philippe sur ces questions éthiques liées à cet accès aux soins. Oui, merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Si je peux me permettre, je voudrais revenir, avant d'en arriver à la question de l'accès aux soins proprement dit, sur quelques aspects qui ont été développés au départ et qui me semblent très importants et que je qualifierais plutôt de type structurel ou d'éthique structurelle. C'est par M. Bourret, notamment, sur l'hôpital magnétique et le type de gouvernance. Je pense effectivement que le type de gouvernance et la possibilité d'associer le plus de monde possible à cette gouvernance dans un contexte comme celui-là est effectivement tout à fait important. Et il y a beaucoup de soignants qui se sont exprimés dans ce sens, notamment pour faire valoir leur expérience dans la prise en charge des patients et d'être entendus à cet égard-là. Et l'éthique participe de ce mouvement de dialogue, de concertation, d'échange d'informations, ce qui rejoint d'ailleurs la réflexion qu'a fait M. Gignon sur l'importance de la formation malgré le contexte d'urgence. L'importance de la formation, nous soulignons souvent l'idée du soin comme démarche d'apprentissage, et je pense qu'ici, dans la pandémie, ça a été plus vrai que jamais. Et ça a permis effectivement de nouvelles coopérations, de nouvelles coordinations sur les territoires, comme ça a été dit. Et je pense que c'est un des grands enseignements, et à mon avis, dans la difficulté qu'on a traversée avec cette pandémie, quand même des acquis qui vont pouvoir être mobilisés. Alors, pour en arriver, si vous voulez, à la question de l'accès aux soins, je pense que toutes ces mesures, toutes ces démarches qui ont été faites, particulièrement en Hauts-de-France, a conduit à limiter le problème de l'accès aux soins. Et j'en veux pour preuve notamment un premier compte-rendu auquel j'ai pu assister comme membre du conseil scientifique de la CNSA, de l'enquête EHPAD Covid qui est menée dans 6 régions par la plateforme de recherche en matière de fin de vie. Et dans ses premières conclusions, il était souligné que du point de vue de l'accès aux soins, les Hauts-de-France avaient, je dirais, très bien tenu le coup et avaient été capables en quelque sorte d'absorber, de faire face à la plupart des demandes. Maintenant, il y a peut-être eu des difficultés, mais en tout cas, je pense que toutes ces mesures, si vous voulez, plus structurelles, ces démarches de concertation sur lesquelles M. Bourret aussi a insisté, ont permis véritablement et de s'adapter et de pouvoir faire face, dans le sens aussi où le Comité national d'éthique, dans son avis de novembre 2020, y a insisté, c'est-à-dire effectivement dans un contexte contraint, sans doute de devoir appliquer une méthode de type tri, mais ce qui ne veut pas dire un rationnement. C'est-à-dire c'est
permettre de faire face aux besoins dans le meilleur ordre possible en fonction de ces besoins et de sauver le plus de vies possible. Moi, je suis par ailleurs, on pourra peut-être en discuter par la suite, très interrogatif sur le fait d'aller plus loin dans la formalisation d'éventuelles conditions d'accès. Je trouve que, je dirais, la norme qui consiste à tenter, malgré les contraintes, de faire face à l'ensemble, je dirais, des besoins sans hiérarchisation de ces besoins ou des vies est quelque chose de tout à fait important. Et juste pour terminer sur cette première intervention, il y a effectivement aussi toutes les questions qui ont été évoquées par Madame Mouteba sur les EHPAD, mais qui se sont posées aussi dans le cadre hospitalier. On a parlé des visites, on a parlé du deuil, etc. C'est vrai que ce sont des questions qu'on pourrait considérer par rapport à l'accès aux soins lui-même un peu plus accessoires, entre guillemets, mais on sait combien effectivement elles ont été importantes pour les personnes, elles ont posé des questions, de nombreux EHPAD ont fait des concertations. Alors, si vous voulez, dans une articulation entre l'établissement de règles qu'il fallait bien mettre, mais aussi la justification raisonnée, raisonnable et réfléchie d'exceptions quand véritablement ces exceptions étaient nécessaires, étant donné les situations très difficiles, très complexes de certaines personnes. Alors c'est vrai que l'exception par rapport à la règle, elle ouvre à la question de l'arbitraire ou de la discrimination, donc ça c'est des questions qui ont été soulevées aussi. Mais je pense que, en tout cas pour les expériences que moi j'ai eues, quand les choses peuvent être discutées, concertées, et malgré l'urgence et le contexte, on arrive à prendre non seulement des décisions raisonnables, mais aussi à responsabiliser les gens. Et donc de permettre de faire les choses au mieux, pour éviter au plus un certain nombre de contaminations ou de difficultés. C'est vrai que la solution qui a été adoptée à Ronc était peut-être la plus adéquate dans l'absolu. Elle n'a pas pu être nécessairement mise en place partout. Et à ce moment-là, les discussions... alors effectivement, avec des questions éthiques lourdes et qui reviennent à la question de l'état des soignants aujourd'hui, par exemple, de culpabilité à l'égard du fait qu'ils auraient pu être éventuellement les vecteurs d'eux. Donc ça, c'est, je dirais, une éthique de la responsabilité qui les travaille véritablement et sur lequel il y a aussi matière à les accompagner. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais quelques éléments. Merci Jean-Philippe. Justement, Philippe, est-ce que tu peux donner la parole au docteur Goldstein qui souhaite justement intervenir sur cette question? Je voudrais revenir sur la notion de tri. En particulier en fin de deuxième et en troisième vague, cette notion de tri a été évoquée, elle a été reprise par les médias. En disant que les médecins triaient. Et vous savez, pour nous, le triage, ça veut dire quelque chose de très précis en termes de médecine, même pas de médecine d'urgence. Le triage, on va y revenir, hein. Le triage tel qu'il a été évoqué à ce moment-là, c'est la médecine de guerre. Quand on parle de triage, ça veut dire qu'on définit une nouvelle catégorie de patients qui sont ce qu'on appelle les morituries. C'est ceux qui doivent mourir. C'est-à-dire qu'on va les laisser mourir. Il faut qu'on analyse simplement les conditions d'accompagnement de ceux qui vont mourir. On n'en a jamais été là. Jamais été là. Donc, je suis absolument formel et il faut que vous sachiez qu'il y a eu quelques prises de bec entre les provinciaux que je représente et quelques Parisiens qui étaient très, très présents à ce moment-là sur les plateaux ou très, très présents dans la presse, qui ont fait cette notion de triage un élément de communication alors qu'il n'a jamais été appliqué. Donc, nous n'avons pas appliqué de triage, nous n'avons pas décidé que des gens devaient mourir, nous avons simplement appliqué un principe habituel qui est celui du juste soin. Et le problème de l'accès en réanimation, il s'applique à nous absolument tous les jours. C'est juste un problème de rapport bénéfice-risque, d'éthique, comme vous l'avez tous dit, et M. Cobot l'a parfaitement exprimé, entre ce que la réanimation peut apporter à quelqu'un qui malheureusement n'en tirera aucun bénéfice, si ce n'est par moment un prolongement d'existence complexe pour lui, voire dans la souffrance, et complexe pour la famille. Nous n'avons jamais fait autre chose que ce que nous faisons d'habitude et aucun patient n'a été laissé pour compte. Il y a eu également, et ça c'est intéressant, on y reviendra peut-être plus tard,
des modifications dans nos pratiques cliniques. Bien entendu, Monsieur Bourret a évoqué tout à l'heure l'ECMO. L'ECMO, vous savez, c'est une assistance circulatoire. C'est quand les poumons ne fonctionnent plus, quand le patient ne peut plus respirer, et même à travers un respirateur, on va détourner ses poumons pour assurer une oxygénation extracorporelle. Eh bien, les critères très clairement d'admissibilité entre guillemets à l'ECMO ont évolué, à tel point qu'aujourd'hui, nous avons élaboré des recommandations scientifiques pour l'ECMO. Mettre une ECMO à un patient de 75 ans, c'est de toute manière être sûr et certain, mais sûr et certain, à 100% qu'il va mourir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une ECMO à un patient qui, de toute manière, va en mourir, soit à cause de la Covid, soit à cause de l'ECMO, où on gardera ces techniques qui sont très, très consommatrices de ressources humaines. Et l'économie de ressources humaines, pour nous, à un moment, et je parle en particulier je pense en particulier aux infirmières, hein, a été un souci majeur et permanent. Est-ce qu'on doit le réserver à des patients qui, scientifiquement, reposant sur des preuves validées par les sciences, ont une chance d'en tirer? Donc, il faut être très, très prudent avec cette notion de triage qui a une connotation médiatique qui n'est pas du tout celle que nous avons pratiquée pendant cette crise et celle que nous allons continuer à pratiquer, celle que nous pratiquons encore. Merci de m'avoir permis d'exprimer sur ce point. Merci, Dr Goldstein. Je reviens peut-être sur les questions du chat. Donc, il y avait une première question qui était sur la question de prise en charge, enfin, comment ont été pris en charge les difficultés sociales des personnes hospitalisées pour motif de Covid, et est-ce que le personnel social hospitalier a-t-il pu poursuivre ses missions? Écoutez, en tout cas, pour l'expérience qui a été la nôtre, oui, notre service social a été d'ailleurs plutôt très sollicité pendant les différentes vagues successives parce que on avait un enjeu fondamental, c'était de fluidifier absolument les parcours pour pouvoir faciliter l'aval et le retour à domicile dans des bonnes conditions. Donc, nous, notre service social a été très largement sollicité pendant la crise, comme il l'est, j'ai envie de dire, habituellement, peut-être même un peu plus. Donc, c'est tout ce que je pourrais en dire. Je ne sais pas si M. Bourret a plus de retour de son côté à Valence. Oui, moi je suis du même avis que M. Gignon, et les services sociaux ont joué un rôle très très important, notamment pour le retour à domicile. En fait, on s'est retrouvé avec des patients en très grande difficulté, qui étaient avec une précarité forte, qui sortaient du Covid et qu'il fallait renvoyer chez eux justement dans une période de saturation de lits avec beaucoup de difficultés parce que le post-Covid était encore présent. Ils avaient quelquefois encore des symptômes et les services sociaux ont été extrêmement actifs pour trouver les solutions d'aval dans des cas quelquefois dramatiques. Ce qu'on a essayé de réfléchir également, ça a été les hôtels hospitaliers. L'hôtel hospitalier, le concept d'hôtel hospitalier, c'est-à-dire la capacité qu'on aurait eu, mais on ne l'a pas mis en place, mais on l'a réfléchi, c'était de mettre des patients un peu plus légers dans des hôtels hospitaliers sous surveillance médicale et soignante, qui aurait permis de faire un SAS pour libérer des lits un peu plus critiques. Et ce SAS aurait concerné des patients, bien évidemment, qui étaient en sortie de soins, mais aussi des patients en difficulté sociale qui avaient encore des symptômes post-Covid. Donc, les assistants sociaux ont été extrêmement sollicités pour pouvoir trouver des solutions et de retour à domicile. Donc, oui, ça a été un dispositif important dans le dispositif. Merci. On va clôturer cette première partie avec une dernière question, question qui est assez globale, sur le fait que personne ou presque personne n'évoque le manque de moyens à l'hôpital, les problèmes structurels des urgences, le manque d'attractivité du personnel. Et donc la question, c'est est-ce que ces éléments n'entrent-ils pas en compte pour établir un bilan complet de ce qui s'est passé le long de ces 3 vagues et préparer de futures pandémies ou autres catastrophes? Moi, je vais me permettre d'intervenir là. Pardonnez-moi, mais il faut vraiment s'interroger sur ce qui arrive et ce qui est arrivé effectivement au personnel hospitalier. Alors, je vais parler des médecins, mais on va parler avant tout, bien entendu, des infirmières et des aides-soignantes. Il y a une vague de démission. Hein. Il y a une vague de démission.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un absentéisme. Alors, c'est dans les services d'urgence, dans les services de réanimation, dans les services comme le mien. Il y a un absentéisme comme on l'a jamais vécu. Il y a des gens qui sont épuisés. Il y a des gens qui s'interrogent sur leurs valeurs et ce qu'ils ont vécu. Donc, s'il y a un rétex qui est indispensable, ça a été évoqué, on y reviendra. Il y a un rétex organisationnel, bien sûr, mais il y a un rétex social, sociologique, un rétex sociologique indispensable sur les personnels hospitaliers. Monsieur Bourré a évoqué tout à l'heure les assistantes sociales. Il y en a d'autres qui ont fait un sacré boulot aussi. Hein. C'est les psys. Hein. Et les psys, ils ont tourné. Il y avait, ce qu'on appelle des rotations de psychiatres et de psychologues dans tous nos services, urgences, réanimation, soins intensifs, SAMU, pour voir comment allaient nos personnels avec des moments de parole, donc des marauds de psy. Les fameuses cellules d'urgence médico-psychologique sont probablement plus intervenues et interviennent encore plus à l'intérieur de l'hôpital pour nos personnels qu'à l'extérieur de l'hôpital. Le retentissement est majeur. Et vous savez, nos coordinations générales de soins ont vécu des moments et continuent à vivre des moments excessivement difficiles pour assurer la pérennisation des services. Donc oui, bien sûr, il y a un retentissement majeur sur les personnels hospitaliers. Il ne faut pas l'occulter. Hein. Je me permets d'ajouter, alors je souscris totalement à ce que vient de dire Patrick Goldstein. Il faut bien avoir à l'esprit aussi, c'est qu'on l'a un peu évoqué en creux, mais pas complètement, c'est que notamment pour la première vague, on a eu beaucoup de recours aux soins qui a diminué. Je crois des infarctus du myocarde qui ont diminué de 40% dans certains établissements. Ça a été la même chose pour les recours à des chirurgies. Alors évidemment, il y avait des chirurgies plutôt fonctionnelles qu'on pouvait reporter qui l'étaient. Celles qui étaient de l'oncologie, les urgences bien sûr étaient gardées, mais y compris les chiffres nationaux que l'on a qui sont disponibles maintenant sur l'activité en chirurgie oncologique a baissé, les greffes également ont baissé, etc. pendant le premier confinement. Ce qui fait que derrière, il y a eu un phénomène de rattrapage. Tous les établissements hospitaliers, M. Bourré, je pense, pourra compléter, ont connu notamment une activité estivale l'été 2020 qui était, en tout cas chez nous, supérieure à 100% de notre activité habituelle. Donc on avait encore plus travailler. C'est-à-dire que les personnels qui étaient déjà mobilisés pendant la première vague, eh bien, on a continué à les mobiliser parce qu'il y avait un besoin de santé auquel il fallait répondre. Hein. C'était pas... Donc, voilà, on n'a pas tellement de période de répit. En effet, l'épuisement, il est très marqué dans les professionnels hospitaliers, avec en effet des vagues de démission qui s'annoncent. Et j'aimerais dire, pour l'instant, on voit, je pense, encore que la partie émerge de l'iceberg parce que on a dans le personnel hospitalier et dans le milieu de la santé en général, je pense, une grande solidarité. C'est-à-dire que tant qu'il y a encore ce besoin de faire face à la situation de crise, on a beaucoup d'infirmiers qui nous disent ouais, moi, je suis encore là parce que je sens qu'il y a encore besoin et je ne vais pas lâcher les collègues maintenant. Par contre, le jour où on va vraiment sentir le relâchement, et on l'espère quand même tous, il risque d'y avoir en effet beaucoup de questions quasi existentielles sur le sens de nos métiers du soin et sur en effet les conséquences derrière en ressources humaines. Alors, avec une interrogation que je vous partage pour ma part, c'est que parallèlement, on note un regain d'engouement des étudiants, des jeunes bacheliers pour les formations notamment sanitaires, notamment en IFSI. On a près de plus de 20% de demandes d'inscription. Donc, on a d'une part un épuisement des professionnels en place et un attrait, malgré tout, perçu par les jeunes pour s'orienter vers ces formations. Rajouter, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que disent M. Goldstein et M. Gignon. Il y a un épuisement qui commence à être très, très présent avec un taux d'absentéisme qui augmente sur toutes les catégories de personnel. Hein. Bien évidemment, le personnel soignant, bien évidemment, le personnel médical, même le personnel administratif et technique s'épuise. Si je donne également une petite illustration, on a constaté, par exemple, sur le premier trimestre de l'année 2021, autant de départs d'infirmières que sur l'ensemble de l'année 2020. Donc, ce qui veut dire que quand même, il y a un phénomène d'usure qui s'est mis en place. Et c'est vrai que nos personnels soignants, il y en a beaucoup qui souhaitent faire autre chose que être jour et nuit sur cette épidémie. Et c'est vrai qu'il y en a qui partent, par exemple, pour les infirmiers, il y en a qui partent pas mal en libéral. Et donc, c'est une perte pour notre profession. Donc, voilà. Donc,
Il y a eu quand même des mesures qui ont été faites au niveau des Ségur, de revalorisation, mais on voit bien que, en fait, quand on est sur des phénomènes qui sont des phénomènes longs, même la revalorisation, à un moment donné, elle est pas suffisante, et il faut utiliser d'autres concepts pour pouvoir maintenir les professionnels en poste. Et je pense que là, typiquement, on adresse alors de nouveau des phénomènes certainement éthiques, mais je pense qu'il faut maintenant un peu changer notre logique, et notamment notre logique de qualité de vie au travail, dans ces périodes spécifiques. Et je pense qu'il y a une problématique à soulever qui est vraiment celle de combattre une épidémie de longue durée avec des conditions particulières pour les professionnels de santé, parce qu'autrement, on va aller tous à un épuisement et puis à un tarissement de l'ensemble de nos soignants. Et in fine, on n'aura pas gagné grand-chose. On aura certes pu soigner sur l'aigu, mais par exemple, sur la reprise d'activité telle qu'on est en train de le vivre maintenant, on voit bien que même une reprise d'activité sur des soins non Covid, le personnel soignant, le personnel médical souhaite faire autre chose, quoi, et souhaite un peu couper, quoi. Voilà. Donc, il y a une problématique de QVT spécifique à réfléchir, à mon avis, rapidement. Merci.